Dans un monde où l'Afrique a longtemps été racontée par les autres, une nouvelle voix s'impose. Une voix jeune, ferme, parfois dérangeante, mais profondément ancrée dans une réalité que des millions d'Africains vivent chaque jour. Cette voix, c'est celle du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Pour certains, il incarne l'espoir. Pour d'autres, il représente un risque. Mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré ne laisse personne indifférent. Il n'est pas arrivé au pouvoir par les voies classiques de la politique. Il est le produit d'un contexte violent et humiliant. L'insécurité chronique, l'expansion du terrorisme, l'échec des élites traditionnelles et le sentiment profond d'abandon ressenti par une population livrée à elle-même. Son ascension est celle d'un soldat forgé par le terrain, la guerre et la frustration d'un pays qui semblait perdre le contrôle de son propre territoire. Issu d'une génération post-indépendance, Ibrahim Traoré incarne une rupture nette. Il ne parle pas le langage diplomatique feutré. Il parle celui de la colère maîtrisée, du refus de la soumission et de la dignité blessée. Très tôt, il comprend que le combat du Burkina Faso ne se limite pas aux armes. Il est aussi politique, économique, psychologique et symbolique. Il s'agit de reprendre le contrôle d'un destin confisqué depuis trop longtemps. Son discours tranche radicalement avec celui de nombreux dirigeants africains. Il ne demande pas la permission. Il ne cherche pas l'approbation. Il pose une question simple mais explosive. Pourquoi l'Afrique, riche en ressources, reste-t-elle pauvre? Pourquoi des armées étrangères sont-elles présentes depuis des décennies sans apporter la paix? Pourquoi la souveraineté africaine est-elle toujours conditionnée? Ibrahim Traoré accuse frontalement le système néocolonial. Pour lui, le terrorisme n'est pas un phénomène isolé, mais le symptôme d'un ordre mondial injuste et déséquilibré. Il affirme que tant que l'Afrique restera dépendante économiquement, monétairement et militairement, elle restera vulnérable. Cette position lui attire un soutien populaire massif, mais aussi de puissants ennemis. Sur le plan interne, il prône une refondation de l'État. Discipline, patriotisme et sacrifice sont au cœur de son message. Il s'adresse directement à la jeunesse, lui rappelant que l'Afrique ne se développera ni par la mendicité ni par la fuite, mais par le travail, la rigueur et la conscience politique. Il appelle à rompre avec la résignation et à reconstruire une fierté nationale longtemps étouffée. Mais Ibrahim Traoré est aussi un dirigeant entouré de contradictions. Son pouvoir repose sur l'armée, ce qui soulève des interrogations légitimes. Peut-on bâtir une démocratie durable par des moyens militaires? La centralisation du pouvoir et la restriction de certaines libertés inquiètent une partie de la société civile. Sa réponse est constante. Sans sécurité, il n'y a pas d'État. Sans État, il n'y a pas de démocratie. Sur la scène internationale, il bouscule les équilibres établis. Il diversifie les partenariats, rejette les relations fondées sur la domination et affirme vouloir choisir librement les alliés du Burkina Faso. Cette réorientation est présentée comme une reconquête de la souveraineté, mais elle expose aussi le pays à de nouvelles pressions. Traoré en est conscient. Il semble avoir fait un choix clair. Mieux vaut l'incertitude libre que la stabilité soumise. Ce qui distingue profondément Ibrahim Traoré, c'est sa compréhension du combat des idées. Il sait que la domination moderne passe par le contrôle du récit, par la peur et par la division interne. C'est pourquoi il insiste sur la conscience collective et sur la nécessité pour les Africains de se réapproprier leur histoire, leur mémoire et leur dignité. Il répète inlassablement que personne ne viendra sauver l'Afrique à la place des Africains. Ni les grandes puissances, ni les institutions internationales, ni les alliances présentées comme des solutions miracles. Attendre un sauveur extérieur, selon lui, est déjà une forme de défaite. Cette idée, simple mais radicale, explique pourquoi son message touche profondément les populations longtemps marginalisées. Ibrahim Traoré affirme que l'indépendance réelle a un prix, des sacrifices, des erreurs, parfois même des souffrances. Mais ce prix reste inférieur à celui de la soumission permanente. Pour lui, un peuple respecté est un peuple capable d'endurer des moments difficiles sans renoncer à sa souveraineté. Son leadership s'appuie aussi sur un appel constant à l'exemplarité. Il dénonce la corruption, le confort des élites déconnectées et l'enrichissement personnel au détriment de l'intérêt national. Il rappelle que diriger n'est pas un privilège, mais une charge, et que l'autorité ne peut exister sans responsabilité. L'avenir dira s'il réussira là où tant d'autres ont échoué. Les défis sont immenses, sécurité, économie, cohésion nationale. Les attentes populaires sont élevées, parfois excessives. Le temps est implacable.
Chaque promesse non tenue, chaque erreur, sera exploitée par ses adversaires. Ibrahim Traoré avance sur une ligne étroite entre mythe et réalité. Mais au-delà du Burkina Faso, il incarne quelque chose de plus vaste. Il est le symbole d'une Afrique en mutation, fatiguée des discours creux, avide de respect et de justice. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il force le débat. Il oblige le monde à écouter une parole africaine qui refuse de se taire. Ibrahim Traoré n'est peut-être pas la solution à tous les problèmes du continent. Mais il est un signal. Le signal que l'Afrique change, que les anciennes formules ne fonctionnent plus, et que la jeunesse réclame autre chose. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire, avoir rappelé à l'Afrique qu'elle a le droit de choisir, de résister et d'espérer. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir qui est Ibrahim Traoré. La vraie question est, que fera l'Afrique de cette nouvelle page de son histoire? En peu de temps, le pouvoir d'Ibrahim Traoré s'est traduit par des actions concrètes sur le terrain. Des milliers de volontaires pour la défense de la patrie ont été mobilisés pour renforcer la sécurité locale. Plusieurs zones stratégiques autrefois hors du contrôle de l'État ont été progressivement réinvesties. L'effort budgétaire a été recentré sur la défense nationale et les priorités sociales, avec une réduction visible du train de vie de l'État et des privilèges accordés aux responsables. Dans le secteur productif, l'accent a été mis sur l'autosuffisance. Des milliers d'hectares ont été relancés dans la production agricole, des initiatives locales ont été encouragées et l'État a affirmé un contrôle accru sur certaines ressources stratégiques. Des projets d'infrastructures, notamment routières et énergétiques, ont été relancés afin de désenclaver des régions longtemps abandonnées. Sur le plan symbolique, l'impact est tout aussi fort. Les discours de soumission ont reculé. Le sentiment national s'est renforcé. Pour une large partie de la population, l'État est redevenu visible, présent, imparfait mais debout. Et dans un pays meurtri par des années de chaos, cela compte. Ibrahim Traoré n'a pas encore gagné son pari. L'histoire ne s'écrit jamais en quelques mois. Mais il a déjà changé une chose essentielle, la trajectoire. Il a replacé la souveraineté, la responsabilité et la dignité au cœur du débat national. Et c'est peut-être là l'essentiel. Car un peuple qui recommence à croire en lui-même devient imprévisible.